Mesdames, Messieurs, bonsoir. On va donc commencer cette soirée assez exceptionnelle, dans la mesure où ce soir nous avons plein de personnes. Nous aurons 4 premiers intervenants et nous finirons par Monsieur James McDonald. On va donc commencer, je vous présenterai les personnes au fur et à mesure. On va déjà commencer par Monsieur Eduardo Russo, qui va se présenter, qui va vous dire qu'il est italien et qui est représentant, on va dire, du grand groupe italien, tout à fait, et qui va vous dire quel est son travail, et éventuellement un petit mot sur les rapports qui peut éventuellement se mettre en place avec le MUFA. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci d'être ici. On commence avec le petit italien, mais j'essaie de parler français et j'espère que mon français pénible soit assez compréhensible, et sinon, comme on disait une fois, je sais par geste. Mon nom est Eduardo Russo, je viens d'Italie, je viens de Turin, je suis partie d'une association sans but lucratif italien qui s'appelle Centro Italiano Studi Ufologici, ça veut dire Centre italien d'études ufologiques. C'est une association nationale qui s'occupe d'OVNI, qui s'en occupe d'une façon qu'on voudrait scientifique, donc assez rationnelle. Notre activité, comme l'activité normale des ufologues, est de recueillir des témoignages des enquêteurs, d'essayer d'en trouver des explications et de faire des études sur le témoignage qu'on recueille, soit ceux qui sont identifiables, soit ceux qui restent non identifiés. Pour vous donner quelques chiffres, dans ces dernières années, on reçoit à peu près 1000-1300 témoignages chaque année d'Italie. La plus grande part, naturellement, est explicable, c'est-à-dire est causée par des phénomènes naturels ou des objets artificiels qui ne sont pas étranges sinon par le témoin. Et donc une grande partie de l'activité et des efforts et du travail consiste en examiner, en faire le triage de ces témoignages pour essayer de comprendre quoi les témoins ont effectivement vu. L'association est une association qui existe depuis 27 ans, qui donc publie un journal qui sort 2 fois par an et qui n'est pas vendu dans les kiosques mais par abonnement seulement. Nous avons aussi 2 publications monographiques qui sont à faible circulation, donc on en fait quelques dizaines ou quelques centaines de copies seulement, qui sont des catalogues régionaux, qui sont des analyses statistiques, qui sont des études théoriques et qui sont publiées malheureusement en italien. On fait aussi quelque chose publié en anglais pour un échange d'informations et de documentation avec nos confrères internationaux. L'Italie est une sorte d'île sous le profil de la langue, c'est-à-dire notre langue est parlée seulement dans notre pays. Et donc ce qu'on fait en Italie, comme ce qu'on fait par exemple dans d'autres pays comme les pays de l'Est européen ou les pays de la Scandinavie, reste souvent peu ou pas connu du tout en dehors des conflits nationaux. On n'a pas le temps de vous raconter ce qu'on fait exactement. Je voulais simplement vous dire que je suis ici. Je suis venu ici surtout pour rencontrer la personne qui est la vedette ce soir, c'est-à-dire le directeur international de la MUFON, la Mutual UFO Network, c'est le réseau ufologique mutuel, c'est-à-dire la plus grande organisation américaine, et qui va présenter l'activité de son groupe. Les Américains, les Italiens, les Français, les Espagnols, les Allemands, les Anglais, chacun ont des associations qui s'occupent de leur document OVNI. Il y a aussi des chercheurs individuels dans chaque pays et il y a un échange d'informations, de documentation entre la plupart des organisations ou des chercheurs. Et
c'est pour cette raison que aujourd'hui et demain, certaines personnes se sont déplacées pour venir à Paris. Il y en a qui arrivent de la Suisse aussi, pour vérifier et mieux définir les conditions auxquelles échanger des données entre l'organisation américaine et les organisations européennes. Bon, c'est plus ou moins tout ce que je voulais vous dire. Je ne vais pas prendre trop de temps et je laisse le micro au prochain relateur. Merci beaucoup. La prochaine personne que je vais appeler, c'est Monsieur Alain Boudier, en grande discussion d'ailleurs. Monsieur Alain Boudier fait partie de la 3AF, et pour être encore plus précis, il est le président de la commission Sigma, qui est le département OVNI de l'association de la 3AF. Monsieur Boudier, merci. Merci Guy. Tout d'abord, je suis très heureux de vous revoir. Je vois un certain nombre de visages familiers autour de moi. Bien, je vais à l'essentiel. Et un certain nombre de rumeurs circulent à l'heure actuelle. Alors, je tenais à vous dire qu'elles ne sont pas fondées, tout simplement parce que nous avons, le comité Sigma a remis son rapport au président Scheller le 5 décembre. J'ai passé au cours des 5 derniers jours pratiquement 4 jours avec le président Scheller, et croyez-moi, comment dirais-je, le rapport a été particulièrement apprécié, et tous les bruits concernant une direction ou l'autre sont complètement, dirais-je, absurdes. Et donc, je pense qu'on aura quelque chose de nouveau à partir du mois d'avril à vous communiquer. Et en toute transparence, comme tout ce qu'a fait la commission Sigma, je vous dis à bientôt pour de nouvelles qui seront, à mon avis, très intéressantes pour vous. Merci. Guy, je te rends le micro. Et merci. Merci Alain. Et maintenant, nous allons appeler, s'il est là, je ne sais pas où il est caché, Monsieur Xavier Passot. Pas de problème. Si, il est là. Monsieur Xavier Passot, nous le connaissons, il est déjà venu l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez. Pour ceux qui n'étaient pas là, Monsieur Passot est le responsable du GEPAN. Et il est venu pour tisser des liens, je l'espère, avec le MUFON, bien évidemment. Donc je lui laisse la parole pour vous dire ce qu'il peut vous annoncer à ce sujet. Oui, donc j'étais venu aujourd'hui aussi pour l'écran. Voilà, ici, voilà. Super. Ici pour effectivement rencontrer Dave McDonald. La question était comment traiter les cas qui sont soumis, les cas d'observation qui sont soumis au MUFON, mais qui sont sur le territoire français. Voilà, sachant que le MUFON a peu de moyens donc sur le territoire français. Donc là, nous avons conclu l'accord suivant, c'est-à-dire que sur ces cas-là, le MUFON proposera aux témoins de transmettre son témoignage au GEPAN, soit sous la forme du questionnaire MUFON. Si le contenu est suffisamment précis pour le GEPAN fera l'enquête à partir de ce questionnaire. Si nous jugeons que le questionnaire est trop pauvre, nous demanderons aux témoins de re-remplir un questionnaire selon le standard GEPAN. Nous traiterons ce cas comme un cas, je dirais, ordinaire, comme tous ceux qui nous sont transmis, et les conclusions de l'étude seront transmises au responsable national du MUFON et mises sur le web. Le MUFON pourra soit pointer sur le site du GEPAN pour le résultat de l'enquête, soit éventuellement en prendre une copie s'il le souhaite. Voilà donc la nature de l'accord qu'on a pu passer. Alors c'est un accord qui est informel, hein, il n'y aura rien de signé,
puisqu'il n'y a pas d'engagement réciproque finalement. Et c'est un accord que moi, je peux faire le même type d'accord avec nombreuses associations ufologiques. C'est-à-dire qu'on peut reprendre ou accepter des témoignages et enquêter sur des témoignages qui ne nous sont pas arrivés en primeur, mais qui ont transité par une association ufologique. Vous avez une idée du nombre de cas? Oui, alors on parle de relativement peu de cas, puisque je crois que dans les archives du MUFON aujourd'hui, il a été trouvé 50 ou 60 cas, mais sur plusieurs années, ou peut-être dizaines d'années même. Je crois que je ne sais plus, est-ce que Jackie Causan pourrait répondre? Oui, combien de cas c'était peut-être sur la volumétrie, est-ce que vous pourriez répondre? 95. Oui, 95, je ne sais plus. 95. 95, alors, oui. Sur quelle durée? 1957. Oui, donc c'est sur vraiment très longtemps. Hein. Les plus vieux cas, c'est 1957. Et alors, en termes de nouveaux cas par an, je ne sais pas combien il y en aura, mais ça va être quelques-uns. Quelques-uns. Oui, quelques-uns. Hein. Donc c'est pour ça que pour nous, ça ne représente pas un très très gros travail en plus. Par contre, je dirais ça va nous obliger, entre guillemets, à accepter des cas rédigés en anglais, ce qu'on ne faisait pas jusqu'à présent quand même. Hein. Donc ça, c'est quand même la nouveauté. Voilà, donc pour l'instant on peut le faire parce qu'on est relativement parle l'anglais. Par contre, nos rapports seront rédigés en français, sauf la conclusion qu'on rédigera en français et en anglais. Donc si le MUFON veut le rapport soit anglais, c'est eux-mêmes qui feront la traduction. Voilà. Très bien. On va remercier M. Passot. On a besoin du micro. Voilà. Et donc maintenant je vais appeler M. Jean-Luc Rivera, notre traducteur ainsi que M. David McDonald. Jean-Luc peut nous parler du MUFON. Vous connaissez ça encore mieux que moi, Gildas, quelque part. Pour savoir qu'il va venir parler du MUFON. Vous continuez. Non, mais Gildas en fait a tout à fait raison. C'est vrai que pour ceux qui ne connaissent peut-être pas le MUFON, c'est à l'heure actuelle la plus importante organisation ufologique américaine qui existe depuis le début des années 70. Quelque chose comme ça, qui publiait au début une revue qui s'appelait Skylook, qui s'est transformée ensuite en MUFON UFO Journal, et à l'origine c'était le M de MUFON signifiait Midwest. C'était Midwest UFO Network, parce que c'était des gens qui, avec Walter Andrus, qui était le directeur à l'époque, étaient des gens qui se trouvaient dans le Missouri, le Mississippi, donc dans les États du centre, et qui, un jour, suite à des accords avec les gens de l'APRO, les Corral et Jim Lorenzen, ont décidé de monter leur propre organisation, qui a connu ensuite un succès énorme, puisque il me semble que à l'époque la plus grande, où il y a eu le maximum de membres, il y avait quand même près de 5000 abonnés, si je me souviens bien, à l'organisation du MUFON. Et le MUFON aussi organise depuis les années 70 chaque année une convention qui est extrêmement suivie. Certains d'entre nous, moi j'ai eu l'occasion d'assister à certaines, Gildas aussi, Marie-Thérèse de Brosse aussi, et donc là on retrouve tout le professionnalisme américain. Bon, alors c'est vrai que le MUFON pendant ces dernières années, disons depuis le début des années 2000, avait connu, comme beaucoup d'organisations ufologiques dans le monde entier, une baisse de régime, et Dave McDonald, qui a rejoint le MUFON en 2006,
à redonner un coup de fouet à l'organisation qui est à nouveau en plein essor en ce moment, mais bon, je pense qu'il va nous en parler après. Mais donc là, nous avons la chance d'avoir le directeur de ce qui est la plus grande organisation ufologique américaine depuis avant ce qui s'appelait le NICAP, que certains connaissent aussi peut-être. Donc il y a eu le NICAP avec le major Donald Keyhoe, et puis ensuite il y a eu le MUFON avec Walter Andrus, puis maintenant Dave McDonald. Oui, et j'ai oublié de dire que naturellement, le MUFON a été vraiment l'organisation qui a toujours été en pointe sur la recherche. C'est au MUFON que Leonard Stringfield a commencé à parler des crashs d'OVNI. C'est le MUFON qui était en pointe avec certains de ses membres sur toute la recherche sur Roswell. C'est le MUFON qui a été aussi en pointe sur la recherche sur les enlèvements. Donc vraiment une organisation extrêmement dynamique. Donc, Monsieur David McDonald, le directeur un peu plus de 3000 membres. Voilà. Et donc, on est très heureux de pouvoir l'avoir ce soir pour nous parler des liens qui tissent avec les différentes personnes que vous avez pu voir déjà auparavant. Ladies and gentlemen. Bonsoir, good evening, and thank you for your patience. I am Dave McDonald, the Executive Director of the Mutual UFO Network. My meeting tonight, by being Dave, sorry, here. is the culmination of an effort that actually began 5 years ago, when the Academy and several of our MUFON members here in France invited MUFON headquarters to come here and meet you. So, for many circumstances, it didn't work out 5 years ago, but it worked out tonight. So, here we are, and I'm going to do the best I can do to tell you who we are, what we do, and answer any questions that I can answer for you. Mon nom est Dave McDonald, je suis le directeur exécutif du Mutual UFO Network, et donc si je suis ici ce soir, c'est suite à un concours de circonstances. Il y a déjà 5 ans, les gens de l'Académie d'ufologie avaient demandé aux gens du MUFON de venir en France. Ça n'avait pas pu se faire, et c'est finalement ce soir, 5 ans après, que cela a pu se faire. Donc ce soir, je suis très content d'être ici, de pouvoir vous présenter notre organisation et ce que nous faisons et répondre à vos questions. Thank you. Our mission statement, the scientific study, I emphasize scientific study of UFOs for the benefit of humanity. Donc voici quelle est la mission du MUFON, c'est l'étude scientifique des ovnis, et j'insiste sur le mot scientifique. Okay. One more time. First of all, we want to investigate UFOs and related phenomena. That's one of our major goals. Secondly, research UFOs and related phenomenon, and to educate the public on what we know. Donc les buts du MUFON, c'est donc enquêter sur les ovnis et les phénomènes qui leur sont reliés. Ensuite, faire de la recherche sur les ovnis et sur les phénomènes qui leur sont reliés. Et troisièmement, autre point important, c'est faire l'éducation du public. Our structure is, we are a non-profit organization. We are recognized by our government as a research and educational
organization, and we receive certain perks and tax breaks because of that. So we are a non-profit. Ok. Alors, la structure du MUFON, d'abord, le plus important, c'est que nous sommes une structure sans bénéfice. Et donc, cela nous permet comme ça de recevoir de la part du gouvernement un certain nombre de déductions en matière d'impôts, etc. We have one paid employee. Voilà. Il y a un employé payé, Monsieur McDonald. We have two volunteer contractors. One is my lovely wife Sharon that's hiding behind the screen here, and the other is my sister-in-law. Voilà. Et il y a deux volontaires, donc la charmante épouse de Dave, Sharon, qui se trouve ici. And the other one is your sister-in-law? It's your sister-in-law. Sister-in-law. Et l'autre volontaire est la belle-sœur de Dave. That's because was the only people I could get to do it for free. Parce que les membres de la famille sont les seuls que j'ai réussi à avoir gratuitement. We have 1,100 volunteers in the organization. Amongst them, we have 900 certified, trained field investigators. Also, we have state directors, assistant state directors, functional directors, and the board of directors. So those are qualified as 1,100 separate volunteers that keep this ship floating. Et donc il y a à part cela à travers le pays 1100 volontaires, dont 900 qui sont des enquêteurs de terrain, des directeurs ou des assistants directeurs pour chaque État des États-Unis. Plus il y a aussi un bureau de direction. Donc ce sont ces 1100 personnes qui permettent à l'organisation de fonctionner. Okay, to move on leadership, first we have our board of directors. There are 12 members on the board, 9 of which are voting members, 3 are interim members. Ok, donc au niveau de la direction du MUFON, d'abord il y a 12 membres dans le bureau de direction, 9 ont un droit de vote et 3 sont des gens qui sont là à titre intérimaire. The interns sit on the board. They have all the rights and privileges of the board except for voting. The idea is if one of the voting members passes away, quits, resigns, whatever, we have a pool of people who are trained and ready to step in to assume that role. Donc le rôle des trois intérimaires qui figurent dans le bureau de direction, en fait, ont tous les avantages des directeurs, excepté qu'ils n'ont pas le droit de vote. Mais l'idée, c'est d'avoir ces 3 personnes qui soient entraînées. Et donc, s'il arrivait malheur à l'un des directeurs, immédiatement, quelqu'un peut prendre sa place en sachant comment tout fonctionne. We have Sharon told me a little bit ago, we have 3,200 now MUFON members. Now, these are members that are paying their dues and getting monthly journals and full rights and privileges. We have 30,000 subscribers to our newsletter, which is free. If anyone's interested, go to our website. Click on sign on to the newsletter and you'll receive it for free. Donc maintenant, il y a même 3200 membres du MUFON, non plus 3000, c'est parce que ça augmente régulièrement. Donc il y a 3200 membres du MUFON, c'est-à-dire des gens qui payent leurs cotisations tous les ans, etc. Et donc répartis à travers le monde entier. Et d'autre part, il y a une newsletter électronique du MUFON qui est reçue à l'heure actuelle par plus de 30 000 personnes. We are in 39 other countries.
besides the United States. France, of course, is one of them. We have 19 countries that have national directors fully engaged, operating within their own country with their whole team behind them as well. Here in France, Jackie Kozan is our national director. We have 5 regional directors throughout the country that's keeping the MUFON boat floating and working with the other groups as well. Donc le MUFON à l'heure actuelle est présent dans 39 pays et dans 19 de ces pays, il y a une structure avec un directeur national pour le pays. En France, c'est Jackie Kozan, ici présent, et qui sont souvent assistés de plusieurs directeurs régionaux. En France, il y en a 5, si j'ai bien compris. Et donc ce sont ces gens-là qui, dans chaque pays, organisent le MUFON et le structurent. And we are in an additional 20 countries where, as yet, we do not have a national director, but we do have field investigators that can handle incoming cases. We have 45 state directors in the United States, and our STAR team, which is our rapid response team. The idea is to get an investigator on the scene within 48 hours. We currently have 95 of those people trained with equipment ready to go. Donc il y a en plus une vingtaine de pays dans lesquels il y a des enquêteurs de terrain qui sont présents, et donc il y a plus de 45 directeurs d'État, c'est-à-dire, vous savez qu'il y a 52 États aux États-Unis, donc 45 d'entre eux ont un directeur. Il y a un certain nombre, donc 900 enquêteurs de terrain entraînés, dont ce qu'ils appellent la Star Team, c'est-à-dire l'équipe de choc, où il y a 95 personnes, et l'idée de base des gens de cette équipe qui sont super entraînés, c'est qu'ils puissent intervenir dans les 48 heures maximum qui suivent un cas particulièrement intéressant. Et donc 95 d'entre eux. On average, MUFON handles 101 cases a month come into our offices. 10% or 70 of that 100, or 70 of that 700 remain unidentified. So we do have a very, very good success rate. We solve 90% of those cases. 15 per month involve a landing or something that happened within 500 feet. And we have an average of 4 entities a month that are reported. 4, okay. Donc en moyenne, le MUFON reçoit environ 700 rapports par mois, et sur ces rapports, il en reste à peu près 70 qui, après enquête, restent non identifiés, c'est-à-dire que le taux d'explication, d'élucidation est de 90%, ce qui est énorme. Et parmi ces rapports, il y en a environ une quinzaine qui sont donc des atterrissages, et parmi ces atterrissages, il y a en moyenne 4 rapports par mois dans lesquels on rapporte des occupants, des humanoïdes. Mais pas des humanoïdes, des entités, voilà, quelle que soit la forme. This is the month by month breakdown of the sightings that have come into the office for 2012. 2012, we investigated 8,419 cases. Out of that, we ran up against the brick wall at about 800 of them. So 800 cases a year that no one can explain. So those are just the ones that came into our MUFON offices. That doesn't count the gazillions that were never reported.
Donc là, vous voyez la répartition par mois du nombre de cas. Donc vous voyez qu'en moyenne, c'est entre 700 et 800 cas, grosso modo, par mois. Donc plus de 8000 sur l'année. Et sur ces 8000 cas, plus de 800 sont restés non expliqués à la fin de l'année, ce qui est énorme. Et ceci ne représente naturellement que les cas qui sont rapportés dans les bureaux du MUFON. Ça ne présume absolument pas de tous les autres cas qui ne sont jamais rapportés. So far this year, this month alone, so far, 195 reports. Donc, et pour le début de ce mois, donc jusqu'à aujourd'hui, il y a déjà 195 rapports qui sont arrivés au MUFON. Oftentimes people ask, what do you have to do to become a MUFON investigator? Donc, souvent les gens demandent que doit-on faire pour devenir un enquêteur du MUFON. Join MUFON. Donc, d'abord, inscrivez-vous au MUFON, première étape. Step 1. Step 2, find a chapter. You can do this on our website. In your case, you can go to find a chapter, click on France, it will give you the contact information. Donc, deuxième étape, c'est de trouver un endroit auquel vous inscrire. Et donc ça, vous pouvez le faire directement en ligne. Selon l'endroit où vous vous trouvez, ça vous indiquera quel est l'office le plus proche, le bureau le plus proche. Purchase a field investigator manual. This is a thick book, several hundred pages, that is forensically laid out in a step-by-step manner on how to investigate UFOs. Donc, étape 3, c'est d'acheter le manuel de l'enquêteur de terrain, qui est un énorme bouquin qui fait plusieurs centaines de pages de longueur et dans lequel, étape par étape, sont expliqués tout ce qu'il faut faire pour pouvoir faire une bonne enquête. We will then pair you with an experienced investigator for your first few cases until you gain some experience. Et puis ensuite, naturellement, on vous enverra sur le terrain avec un enquêteur qui est déjà expérimenté, afin que vous-même vous acquériez votre propre expérience. One of our most proud operations points is the Scientific Review Board. This board is comprised of 7 to 10 scientists with very diverse backgrounds. Donc l'un des points sur lesquels nous sommes le plus fiers, c'est le bureau de revues scientifiques, dans lequel nous avons entre 7 et 10 scientifiques avec des formations diverses pour étudier. Our people are mostly doctors with their degree in physics, chemistry, engineering, biology, statistics, and the earth sciences. We have people from Boeing, from NASA, from Lawrence Livermore Laboratories, Lockheed. These are some very educated people. And what we do is we bring our most unique cases to them after they've been finished and ask them to look at that with a cold, scientific eye. Donc tous les membres de ce bureau sont des gens qui ont des doctorats en physique, en chimie, en engineering, en biologie, statistique, dans les différentes variétés de sciences de la Terre. Et donc ce que nous faisons, c'est que nous leur amenons les cas les plus forts, les plus intéressants, et nous leur demandons donc de les examiner avec leurs yeux de scientifiques, parce que ce sont des gens qui travaillent souvent pour Boeing, pour Lockheed, pour le Lawrence Livermore Laboratory, qui est une institution scientifique très connue, etc. Et donc c'est à eux ensuite d'examiner les cas. This greatly improves our credibility with the media. Having scientists look at the final product and say,
that meets the requirements, that meets the criteria, you've got a good case here. The review board advises me and our director of investigation on our most unique and unusual cases. So they are a wonderful addition to our team. Et donc, cela nous a permis, comme ça, d'accroître considérablement notre crédibilité scientifique avec la presse et les médias en général. Et donc, une fois que ce bureau scientifique a examiné un cas, il nous soumet un rapport à moi et aux membres du bureau et au directeur des enquêtes sur les cas qui sont vraiment les plus importants. Okay, that concludes my beginning. I want to tell every one of you that it's my honor and privilege to be able to address this group. I am absolutely humbled that you came out to hear me. I want to thank you, and now I would like to ask for, is there any questions I can answer, or what can I do for you? Donc, je pense que vous avez tous compris, Dave McDonald est extrêmement heureux d'avoir été ici. Il vous remercie d'avoir fait l'effort de venir ce soir pour l'écouter. Et donc ceci conclut la première partie de sa présentation. Et maintenant, il sera ravi de répondre à vos questions, si vous en avez. Non, mais c'est pas un fil. Okay. Thank you very much for your presentation. I'm going to do it in English, right? Then we translate. Thank you very much for your very interesting first part of the presentation. I would like to come back on the statement of MUFON. What do you mean when you say investigation and research of UFOs and related phenomena? I would like to know what does it mean, related phenomena? Related phenomena. Excuse me, I need to translate then the question. Voilà. Voilà. Bon, en fait, monsieur a demandé à Dave quelle était la signification du statement de la mission qu'ils ont, qui est d'étudier scientifiquement les ovnis et les phénomènes qui sont reliés aux ovnis. Donc en fait, qu'est-ce qu'on entend par les phénomènes reliés aux ovnis? By related, we mean if you see a UFO and report it, you have just reported a sighting. But the related phenomenon may be, what if you saw an alien? That would need to be investigated as well. Or what if it came on the ground and it burned the ground and left trace evidence? That is related, and that would need to be investigated as well. And in some very rare cases, when there is a sighting of some sort, often it is accompanied by an unexplained phenomenon such as lights, orbs, or maybe even a distortion in the atmosphere. Those are related phenomena that we are referring to. Donc, lorsque vous avez vu un ovni dans le ciel et que vous l'avez rapporté, donc ça, c'est un phénomène ovni simple. Mais si par exemple, vous avez vu un alien avec cet ovni, voilà, ça c'est un phénomène relié. Si dans des cas plus rares, par exemple, il y a eu des traces au sol, par exemple une brûlure du sol, ça c'est un phénomène relié. Dans des cas encore plus rares, s'il y a eu par exemple des orbes qui ont été observés en même temps, s'il y a eu des interférences atmosphériques, ça ce sont des phénomènes qui sont reliés et que nous étudions aussi. Crop circles is an excellent example. Les crop circles, naturellement. Do you see an evolution in the UFO phenomenon
these past few years? Are there more? Are they more obvious? Are people more able to understand what they're confronted to? Alors, est-ce que vous avez constaté ces dernières années une évolution dans le phénomène OVNI? Est-ce qu'il y a plus de gens qui en voient? Vous pouvez reprendre votre question en français, s'il vous plaît, parce que... Est-ce qu'il y a une évolution dans le phénomène des ovnis? Donc, est-ce qu'il y a plus de gens qui en voient? Est-ce qu'ils ont... voilà, je veux dire, c'était une évolution générale technique, technologique, plus de choses, quoi. Est-ce qu'il y a des phénomènes nouveaux? New phenomenon, okay. so. It has, I can't say that it evolved, but the numbers are consistently rising. The number of reports coming in are continuing to increase. We do have more tools at our disposal for investigating these sightings, things that we didn't have 10 years ago. So from that standpoint, the numbers are going up, we're getting better at investigating them, but there really hasn't been much of a change in what's being reported. The latest change came the late 90s when the triangles started showing up. Ok, donc je ne peux pas dire que on constate vraiment une évolution, un changement. Le nombre de cas rapportés augmente régulièrement, donc il y en a de plus en plus. Et ce qui a changé aussi, ce sont les instruments que nous avons à notre disposition pour analyser les cas, qui se sont eux aussi améliorés. Donc je ne peux pas dire vraiment que je vois un grand changement, simplement c'est au nombre de cas qui augmente, et il me semble que la dernière fois qu'il y a eu une évolution quelconque, c'était au début des années 90, lorsqu'on s'est mis à rapporter de plus en plus d'ovnis triangulaires. Prochaine question. Là, je voulais vous demander, vous êtes-vous déjà intéressé à des cas de contactés? Why have you ever investigated contactee cases? No. La réponse est non. Bonsoir, Alix Le Proust pour Ufologie Dynamique et la revue Fomalia Magazine, dirigée par Didier Gomez. J'aurais voulu savoir, le fait de fédérer différentes structures pour le vue de la France, est-ce que dans le cadre de ces travaux, va-t-il y avoir des efforts dans la communication envers la société, le milieu universitaire et les médias, puisqu'habituellement on se retrouve souvent dans un milieu auto-centré sur lui-même? Est-ce qu'il va y avoir des travaux en fait en communication, comme cela se fait aux États-Unis? Voilà. As you have been working, about federating different organizations in France, will you do, especially, he's working with Didier Gomez, who is one of the directors from UFON here. Mm-hmm. He wanted to know if there will be an effort being done for communicating outside of the ufological milieu, which is quite self-centered. So will you do, like in the United States, will you initiate some kind of communication outside of the ufological milieu? Oui. Oui. Yes, we will, and we do. Much of our information is disseminated through the mainstream press. We turn press releases out quite often. But the thing is not very many people outside of this circle pay much attention. But yes, we do make every effort, and I personally have made a big push for getting this out there. That's why I'm here. I want to meet people. I want to get this information out, and because of our status with the government, it's part of our duty that we do have to educate the public. We do the best we can do with that. Oui, donc nous allons le faire, et puis c'est ce que nous faisons déjà. Nous communiquons beaucoup, par exemple, par voie de communiqué de presse,
Et nous continuerons. L'une des missions que nous avons, alors là il parlait des États-Unis, donc c'est ce qu'il a expliqué tout à l'heure, l'une des missions du MUFON, c'est d'éduquer le public d'une manière générale, donc c'est ce qu'il compte faire, et c'est ce qu'il fait par exemple en étant ici ce soir. Alors évidemment il s'adresse ici aux gens du milieu, mais il espère bien aussi pouvoir toucher les gens en dehors du milieu et donc continuer aussi bien donc aux États-Unis qu'ici. Ah. On peut passer à la prochaine question. Oui. Do you, in the MUFON method, do you qualify the consistency of every report cases? When I say consistency, I mean, for example, the fact that there are several witnesses or there are photographs and so on. For us, the lower category is only one witness with only un peu plus fort, parce que on oral, pas bien. Mais j'ai mal à la gorge, c'est ça aussi. And the highest is with several independent witnesses with photographs or video or so on. So, okay, let's translate it. Donc, Monsieur Passot a demandé à Dave McDonald comment on pouvait s'ils évaluaient la consistance des rapports, puisque au GEPAN, on commence avec ce qu'il y a de plus bas, pour aller en fonction du nombre de témoins, s'il y a des photographies additionnelles, etc. Donc ça permet comme ça, en quelque sorte, de rendre le dossier de plus en plus consistant. Donc il voudrait savoir ce qui se passe avec le MUFON. The way our reporting system is set up, it does not differentiate how many witnesses are involved. There's places for that. The point is they are exactly the same if you have one witness or 20 witnesses. Everything is exactly scientifically laid out. It is searchable. You can search by a number of different parameters. So it is exactly the same, if I understood your question correctly. What we have recently done is created a formal report format for the final version, so that no matter where in the world this report is coming from, it will be exactly the same. So we've got consistency throughout the entire reporting program. Ok. Donc jusqu'à maintenant, la manière dont est organisé le système pour rapporter des cas aux États-Unis, et qu'il y ait un témoin ou qu'il y en ait 20, peu importe, c'est toujours la même chose. Donc c'est rapporté, et ensuite il y a un certain nombre de critères selon lesquels on peut parcourir la base de données, etc. Ce que le MUFON vient de faire maintenant, c'est de mettre au point un format unique de rapport, ce qui fera que, quel que soit l'endroit du monde d'où viendra le rapport, le format, lui, est toujours le même, ce qui permettra donc de faciliter les recherches ensuite. Encore une question? Oui, monsieur. Oui, bonsoir. Premièrement, concernant l'affaire Roswell, est-ce que vous y croyez? Est-ce que c'est un fait authentique pour vous? Alors, first, regarding the Roswell case, is that something you believe in too? Is that an authentic case in your opinion? Oui. In my opinion, yes, I do believe something happened at Roswell. Donc là, alors vous permettez, la réponse donc est oui. Dave pense qu'il est bien arrivé quelque chose à Roswell. Bien. Non, parce que, disons, à vous écouter, on tourne en rond. C'est-à-dire, apparemment, d'après votre action concernant ces études,
vous faites le classement, ce que vous arrivez à identifier et ce que vous n'arrivez pas à identifier. C'est-à-dire, on n'en sort pas une fois que vous avez dit c'est pas identifié. Qu'est-ce qu'il en résulte au niveau de l'opinion? Parce que, d'accord, c'est pas identifié, mais il y a quelque chose derrière, mais rien ne transpire. Ok. Alors on attend le prochain cas pour dire que ça sera expliqué ou non expliqué. Et c'est pas suffisant. Bon, Faut en sortir. Okay, I'll summarize. What he's saying is that you are running into circles because you said that there are only a few cases which are unidentified, but then you just classify them and you wait for the next one and there is no result. So this is not helping at all when to establish the credibility of the whole thing. Okay. Well, I'm sorry if that did not satisfy you. Bon, je suis désolé si ça ne vous satisfait pas. I can only comment on what I personally know and believe. I was not there. It happened 50 years ago. But something happened. I cannot tell you exactly what. I don't know who the pilots of the crash were. It was certainly not a balloon. And how do we know this? Really, how do we know this? I'm going to fall back on, you be ready for this. What is the number one backbone of the judicial system in any of the civilized countries? If you go to court, what is the one constant that is accepted anywhere? Eyewitness testimony. It will hold up anywhere. In the case of Roswell, we have sworn affidavits. We have eyewitness testimony. It's come in later years because they were so terrified in the beginning that they would not talk. But now, you have the nurses at the hospitals say, yeah, we saw them roll in here. You have the undertakers that delivered the coffins. You have the pilots that flew the aircraft that took the debris out. You've got the drivers of the trucks who carted the stuff away, and they have sworn affidavits which will hold in any court of law. Trust me on this. Go ahead. Ok, je n'aurai pas la passion dans la voix qu'a mis Dave à fournir cette réponse, mais donc il a commencé par dire que tout d'abord il ne pouvait parler lui que de ce qu'il connaissait, mais que dans le cas de Roswell, il n'était pas présent à l'époque. Ça s'est passé il y a déjà quand même plus de 60 et quelques années maintenant. Mais la question que l'on doit se poser à propos de Roswell, c'est qu'est-ce qui forme l'ossature dans tout système judiciaire du monde civilisé? C'est le témoignage humain, c'est ça qui est reçu. Or, dans le cas de Roswell, nous avons un grand nombre de ces témoignages. Nous avons les témoignages des pilotes qui ont transporté les débris. Nous avons les témoignages de certains des entrepreneurs de pompes funèbres qui ont fourni des cercueils. Nous avons les témoignages des chauffeurs de camions qui ont transporté, etc. Donc, il y a là tout un ensemble de témoignages qui ont été en plus souvent déposés sous serment, c'est-à-dire qui sont recevables dans n'importe quelle cour de justice aux États-Unis. Et là, ce qu'on appelle les affidavits. Et donc, nous avons là tout un ensemble qui montre que quelque chose s'est bien passé à Roswell. So, if we stand out and see a man assault a woman and steal her purse, we scream for the police. The police come, we identify the crook. They catch him, put him on trial. We go to court. We identify him. He did it, and they put him in jail. On the strength of our testimony, on the strength of what we saw, they put him in jail. So we leave. We said, well, we did our duty. We go down the street to get a beer, and we see a flying saucer.
We call the police. We say, we just saw this UFO. The police say, you're crazy. You already been to the bar. Go home. That is why you cannot always have a concrete answer. That is why things are oftentimes repressed. When anyone institutes a cover-up, it is done quickly. It has to be. They respond to a situation and try to cover it up. What we have on our side is time. And we use it perfectly because we just keep chipping away and chipping away and chipping away at that cover-up. And we have the time to do it. Pretty soon it comes unraveled. And human beings have a long history of unraveling lies and innuendos. So that's what we're working on it. Someday I might be able to answer your question exactly. Ok. Donc, lorsque vous voyez dans la rue quelqu'un qui attaque une autre personne, qui vole quelque chose, vous appelez la police arrive, vous dites j'ai vu un tel qui a fait ça, on le chope, on l'emmène devant un juge et il est condamné. Et ça c'est uniquement sur ce que vous avez vu, sur la force de votre témoignage visuel. Par contre, une fois que vous ressortez de la cour et que vous voyez un ovni dans le ciel et que vous appelez la police et vous dites ah, je viens de voir une soucoupe volante, c'est monsieur, vous venez certainement de sortir du bistrot, vous feriez mieux de rentrer chez vous. Pourtant, le témoignage visuel est toujours le même. Donc, dans le cas de Roswell, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un cover-up qui a été mis en place très rapidement et très efficacement, mais ce que nous autres ufologues, nous avons devant nous, c'est le temps. C'est le temps de pouvoir petit à petit gratter à la surface et morceau par petit morceau mettre à bas ce cover-up. Et donc, c'est ce qui fait que peut-être, dans quelques temps, on sera en mesure de répondre beaucoup plus concrètement à votre question. Merci beaucoup pour vos remarques sur le témoignage obtenu de M. McDonald. C'est vraiment un très bon point. Do you want to speak about some of these things or what? No, I don't know what. On a combien de temps encore, Guy? On a encore 25 minutes. En gros. We still have about 20 minutes. I can go through it fast if anybody wants to hear it. Donc, is it? Ah oui. Is it one particular spectacular case? It's that one in Buffalo, Oklahoma. Ok. Peut-être, si vous voulez, ce qu'on peut faire avant de continuer les questions, c'est que Dave McDonald nous parle de ce cas qui s'est passé à Buffalo, en Oklahoma, qui est tout à fait passionnant. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous préférez ça ou vous préférez qu'il continue de répondre? Une question. Je pose une réponse courte, donc je sais pas si vous voulez bien. Donc, pensez-vous au MUFON que l'hypothèse extraterrestre est la plus plausible à rendre compte du phénomène donc OVNI, des apparitions, ou en d'autres termes, êtes-vous convaincu d'une présence extraterrestre sur Terre, ou pensez-vous que le mystère sur la nature du phénomène reste entier? Quel est le point de vue du MUFON et quel est le point de vue de l'ufologie américaine en gros là-dessus? Okay, at MUFON, do you think that the extraterrestrial hypothesis is the most plausible one, or do you think that there might be some other explanation? For what I did. Do you think that the extraterrestrial, the nuts and bolts hypothesis, is the most credible one, or do you think that there might be another explanation? For what? For UFOs. Oh, for UFOs. Good question. Good question. Bonne question. I couldn't think about it for a minute. I think that at the time, we apply the most scientific nuts and bolts of the facilities that we have available to define the UFO phenomenon. I think you were asking, is there a better explanation
for UFOs as an extraterrestrial. other than an extraterrestrial origin. Is that correct? Right. Okay. When we have the sightings come into the office, as I said earlier, 70% are easily explained. The other 20% is not so easy to explain, but we do. And it comes down to 10% that we cannot explain. What constitutes that 10%? They could be ours. We have no idea what our governments have out there, nor do we have a right to know, really. There could be advanced aircraft, there could be advanced transportation methods that are in development that we have no idea what it is. So to us, that looks pretty alien. The next category is natural phenomenon. Could it be ball lightning? Could it have been a meteor? Any of these can factor into it as well. So yes, those are two other explanations that could account for many of the sightings. And what's left? Extraterrestrial. So, ask if that answers this question. Ok, I'll try to summarize. Bon, je vais essayer de traduire parce que ça a été assez long, mais donc ce que Dave McDonald a dit, c'est qu'ils essayent de voir toutes les explications scientifiques, et donc comme il a rappelé que donc par rapport au nombre de rapports qu'ils reçoivent, environ 70% sont très facilement explicables tout de suite. Ce qui est intéressant, ce sont les autres. Il y en a 20% ensuite qui sont beaucoup plus difficiles à expliquer, mais qu'à un moment ou à un autre, ils réussissent à expliquer. Maintenant, il en reste 10%, et c'est ces 10%-là qui posent vraiment question. Alors, d'une part, il y a toutes les recherches qui sont faites au niveau du gouvernement. On ne sait pas ce qu'il y a comme moyens de transport, comme recherches qui sont menées, et c'est peut-être tellement avancé par rapport à nos connaissances communes que ça peut nous paraître tout à fait étranger au sens d'extraterrestre. Ensuite, il y a aussi un certain nombre de phénomènes naturels qui sont encore très mal connus, comme par exemple la foudre en boule, etc., qui là aussi pourraient être, dans certains cas, une explication possible. Et puis, il y a ce qui est en dehors de ces deux catégories d'explications, et là, effectivement, l'explication extraterrestre paraît très probable. Non, mais il y a une question. Les gens veulent la deuxième part. Alors, la deuxième part, après, dans ce cas. Bon. Non, alors on continue maintenant, il y a ce cas, et puis ensuite on reviendra sur les questions. Ok, so James, Dave, we listen to you. Okay, very good. Buffalo, Oklahoma. This is one of the most fascinating cases I personally worked on. I've been studying ufology for 55 years. Yeah, I'm an old dog. My age will show. I have thousands and thousands of hours in the cockpit. I'm a pilot. I never saw one. I never saw a UFO until I investigated this case. Ok, donc ce cas à Buffalo dans l'Oklahoma est pour moi l'un des cas les plus intéressants que j'ai jamais rencontrés. Ça fait maintenant plus de 55 ans que je m'intéresse aux ovnis. J'ai passé des milliers d'heures dans le cockpit d'un avion car je suis pilote. Et jusqu'à ce que j'enquête sur ce cas, je n'avais jamais vu un seul ovni. The witness was feeding her horses out in the middle of this enormous, desolate area. There was a small corral.
Donc le témoin était en train de nourrir ses chevaux, c'était au milieu de nulle part, et il y avait ce petit enclos dans lequel il se trouvait. She noticed that there were lights approaching her position, and they caught her eye because they were very low and very slow and appeared to just come over the city. Et donc elle a remarqué qu'il y avait ces lumières qui arrivaient à basse altitude et volant excessivement lentement, et donc qui venaient en direction de l'endroit où était la ville. The witness described the object as blue, red, and white strobe lights. They were very large and they were in line with each other, quite a bit of distance between them. She said that the middle light was white and strobed very rhythmically, almost hypnotically. The lights turned and become straight towards her. It's coming at a diagonal angle. The white light appeared to be covered with a plexiglass dome of some sort. It was rounded, clear glass. It was covering this thing, and she thought she saw some sort of a circular design on it. Ok. Donc si tu peux laisser, parce que c'est plus facile pour moi de traduire le texte du coup. Donc le témoin a décrit un objet qui avait des lumières clignotantes bleues, rouges et blanches, qui étaient de grande taille et alignées, et elles étaient assez séparées. La lumière centrale était blanche et donc clignotait très 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 lentement. Et donc ces lumières ont effectué un tour et sont arrivées en diagonale sur le témoin, et donc le témoin a eu l'impression que cette lumière blanche était recouverte d'une sorte de dôme, peut-être en verre ou translucide, rond, clair, et donc qui semblait être d'une sorte de verre très épais, et il y avait une sorte de dessin circulaire dessus. Now they were somewhat different than the center light. That center light, like I said, was strobing and circular. The red and blue would seem to be cylindrical, is the way she described it. She never saw a shape to the craft or any kind of a structure behind the light. She was totally focused on the light, scared to death, by the way. Now, within about 15 seconds, this thing was approaching over the road. Ok. Donc les lumières rouges et bleues qui se trouvaient à chaque extrémité étaient de forme plutôt cylindrique pour le témoin, par rapport à la lumière centrale clignotante blanche qui elle semblait ronde. Et donc le témoin n'a jamais vu la forme générale de l'objet, n'a jamais distingué un objet complet derrière. Et donc en 10 à 15 secondes, pardon, les lumières donc sont arrivées au-dessus de la route, en face du témoin. Okay. Try to picture a corral with a dirt road that ran to another dirt road. Donc essayez de vous figurer un enclos avec un chemin devant et qui rejoint un autre chemin. This thing stopped over the She's terrified. She grabs her dog. She's wearing flip-flops. Attempts to run to her pickup truck with this dog. That lends a lot of truth to her story, I can understand. She gets in the pickup truck and starts going down the road, heading to the main road. Donc le témoin a eu très peur, elle a pris son chien sous le bras à toute vitesse et elle s'est mise à courir alors qu'elle portait des tongs, et donc elle s'est précipitée vers son pick-up, son petit camion, elle a sauté dedans et elle s'est enfuie. In order for her to get home, she had to turn left. But this craft was hovering right there. She elected to go right, which leads to a dead end.
Donc, pour pouvoir rentrer chez elle, il fallait qu'elle tourne qu'elle prenne la route de gauche, mais là, il y avait l'engin. Donc, comme elle avait peur, elle a décidé d'aller à droite, ce qui était une impasse. But at the end of that dead end is where the landlord of the property that she was renting this corral from lived. Et donc, au bout de cette route sur la droite, c'est là où habitait le propriétaire de l'enclos qu'elle louait. Buffalo, Oklahoma is the Wild West. She goes into this guy's driveway, their horn blowing, flashing the lights, burst into his house at 1 o'clock in the morning. You don't do that in Buffalo, Oklahoma. So he gets her calmed down, didn't shoot her, gets her all calmed down and everything, and she's trying to relate the story. She couldn't drive, she was a basket case. They called the husband to come and get her. So from that point, I had to start my investigation. Ok, donc cette femme, et alors Buffalo, Oklahoma, c'est vraiment l'Ouest tel qu'on peut l'imaginer. Et donc cette femme s'est précipitée à toute vitesse au volant de son pick-up, en klaxonnant, en faisant des appels de phare, etc. Et il était 1h du matin, et ça vraiment, à Buffalo, Oklahoma, c'est pas quelque chose qui se fait. Elle s'est engouffrée dans la maison, ils ont essayé de la calmer, elle essayait de raconter son histoire, mais elle était complètement terrorisée. Et elle a dit que c'était le moment le plus terrifiant de toute sa vie. Continue. Passe ça, c'est. All right, this gives you an idea of how desolate this place was. This is all that the corral amounted to. It was a split rail fence and a lean-to. Virtually nothing else. Donc là, vous voyez, ça vous donne une idée de combien désolé est cet endroit. Vous voyez ici le corral qui en fait ces quelques planches pour former une barrière, et puis il n'y a rien d'autre. This is another scene. I'm trying to point out there's not much around here. This was out nowhere. Donc, comme vous le voyez, c'est vraiment au milieu de nulle part, il n'y a rien. This is looking to the south. Donc ça, c'est lorsqu'on regarde vers le sud. To the north. Vers le nord. That's the corral. Not much to it, is there? Donc voilà à nouveau l'enclos, donc vous voyez pas grand-chose. Now, behind the corral, I found this. You notice the swirled pod that landed there? You have another one over here, and you have a third one back here. You have 3 points where something sat down. Donc, mais voilà ce que j'ai trouvé. Voilà ce que j'ai trouvé derrière l'enclos. Donc, vous voyez, il y a 3 endroits où l'herbe est enroulée sur elle-même, et donc il y avait 3 points qui donnaient l'impression que quelque chose avait reposé sur ces 3 endroits. Notice that there's just a very isolated area where the vegetation has been affected. Et vous pouvez remarquer que c'est quand même seulement sur un seul endroit que la végétation a été touchée. This is a little closer view of that. And you can almost see where something slid to a stop on each one of those. I called in wildlife experts. Donc vous voyez là, c'est une vue un petit peu plus rapprochée, où vous pouvez voir comment on a l'impression qu'il y a quelque chose qui a en quelque sorte glissé pour s'arrêter là. Et donc j'ai fait appel à des experts en faune sauvage. And I asked them, is that a deer nest? Did a deer or an animal of some kind make that mark? Et donc je leur ai demandé s'il s'agissait d'un endroit où étaient les daims ou d'autres animaux sauvages qui avaient pu faire leur nid à cet endroit-là. They all agreed no. There was no known animal that affects the vegetation that way
at least in that part of the country. Et ils ont tous été d'accord pour répondre non, qu'il n'y avait aucun animal connu, au moins dans cette partie du pays, qui pouvait faire ce genre de nid. Another close-up that you can see the way it was affected. Voilà, donc une autre vue où vous voyez par exemple ici la manière dont c'était affecté. I'll get to this in a minute. We took multiple soil samples and vegetation samples. We will take samples from the affected area in multiple locations. They are sealed in evidence bags. They are notated and shown on the photos where they were taken from. We will then go maybe 100 yards away where there is an unaffected area, and we will take control samples from there using the same procedure. Interestingly, the results that came back on that vegetation was that all of the chlorophyll was gone, especially when compared to samples taken outside of the control area. The soil... Let me translate that because donc ce que a fait Dave McDonald, c'est qu'il a pris un certain nombre d'échantillons dans la zone affectée, donc en notant exactement quel était l'endroit, en mettant les échantillons dans des sacs scellés, en photographiant l'endroit où ça avait été pris pour pouvoir retrouver ensuite. Et ils ont fait la même chose en dehors des zones affectées, environ une centaine de mètres de là aussi en prenant des échantillons pour pouvoir comparer. Et le retour lors des analyses est que dans la zone affectée que vous avez vue, il n'y avait plus de chlorophylle dans la végétation. Okay. Well, their report showed that they was almost devoid of moisture, with absolutely no trace chemical anywhere on any of the samples. Kind of ruled out an insecticide or something. The soil samples from the affected area were found to be completely hydroponic. They would not accept one drop of water. Ok, donc au retour des analyses, les échantillons de végétation étaient sans aucune humidité, il n'y avait plus d'humidité dans la végétation et il n'y avait aucun produit chimique dessus, donc on ne peut pas dire que ça avait été par exemple l'action d'insecticides ou d'autres produits. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que les échantillons de sol prélevés dans la zone affectée n'absorbaient plus du tout l'eau. Something obviously changed in those two areas. Her horses were her pets. She knows every hair on their body. These 3 dots appeared on the shoulder of her favorite horse. It was not there before, and I believe her. So I called in the veterinarians. Donc les chevaux qui appartenaient à cette femme étaient quasiment comme des animaux familiers pour elle. Elle connaissait absolument tout de ses chevaux. Et les 3 points blancs que vous voyez sont apparus sur le pelage de l'un de ses chevaux. Et donc ils sont appelés les vétérinaires. Multiple veterinarians confirmed that this is one of 2 things. It's either what they call a freeze point, which occurs to horsehide when an extremely cold instrument is pressed to them for any kind of medical procedure. But that's interesting. Or could be a bug bite. It's very interesting, but it's no factor. There's too many variables there, but it is interesting. Donc, en fait, tous les vétérinaires qui ont examiné cela ont dit qu'il n'y avait que 2 explications possibles. La première, c'est ce qu'on appelle un point de gel sur la peau d'un cheval. C'est le genre de procédure quand on utilise un instrument extrêmement froid
pour pouvoir faire une procédure médicale sur un cheval. L'autre possibilité étant que ce soit une piqûre d'insecte. Donc ça n'apporte pas grand-chose comme réponse. So it's one or the other, but again, it's an interesting result, but it's no factor in the investigation. Donc cela n'apporte absolument rien à l'enquête. Several days later, you can look at the timestamp. About a month later, same lady photographed this, passing over her house. Your guess is as good as mine. I have no idea what it is, neither does anyone else. But that is the related phenomenon we talked about earlier. So, in the end, turns out, yes, there most certainly was a craft or something that landed at this woman's corral and that she saw with her own eyes. The story does go on, and it's still ongoing. We're actually still following this because as the investigation continued, it became very obvious something more than a sighting may have taken place. Ok. Donc, comme ce que vous voyez ici, c'est environ un mois plus tard, cette photographie qui a été prise de quelque chose qui est passé dans le ciel. Et donc là, ce que vous pouvez en penser, c'est aussi bon que moi ce que je peux en penser. Alors, ce qu'il y a, c'est que donc cette enquête continue. Il s'est passé un certain nombre d'autres choses, dont certaines peut-être très étranges. Ah oui, et donc ça, voilà exactement un très bon exemple de ce qu'on appelle phénomène lié donc à un rapport d'OVNI. So as the investigation continued, the evidence did seem to indicate that more happened than that. That she did, in fact, see it land, and there may have been some interaction of some kind. That's very difficult to substantiate, so I do not want to present that as a conclusion. But I will submit that a very real sighting, a very real unknown took place here. While I was doing this interview... Sorry, let me... Donc, ce qu'il faut ajouter, c'est que lors de l'enquête qui continue, c'est qu'il semble, certains éléments semblent indiquer que cette femme a en fait vu atterrir l'objet au sol et qu'elle a peut-être même eu une sorte d'interaction avec l'objet, mais pour l'instant on n'a rien de plus solide, donc je préfère ne pas m'étendre là-dessus. Here's a little interesting twist. While doing my investigations on this, these people were truly terrified. Donc, un élément additionnel tout à fait intéressant, c'est que lorsque j'ai mené mon enquête sur place, j'ai vu que ces gens étaient absolument terrifiés. Every light in the sky they were afraid of. Et chaque lumière dans le ciel les épouvantait. And I sat with them one night at that corral. And every light, oh my God, there it is, it's coming back. I'm truly terrified. And I said, no, airplane. Et donc, un soir, une nuit, on était tous assis ensemble près de cet enclos. Et dès qu'ils voyaient une lumière dans le ciel, ils étaient épouvantés. Ils disaient, ah, voilà, les voilà. Et moi, je leur répondais, non, ça, par exemple, c'est un avion. Okay. I went through this with just about everything in the sky. Et donc, on est passé à peu près à travers tout ce qu'on peut voir dans le ciel. Until the husband said, well, sir, what is that? Jusqu'à ce que le mari me dise, et ça, monsieur, qu'est-ce que c'est? And I looked up, my jaw dropped. I did not know what it was. I saw my first UFO on this case. Thousands of hours in the cockpit,
50 years of study, and I got to go to Buffalo, Oklahoma to see my first UFO. Voilà. Et donc, j'ai regardé en l'air, j'ai la mâchoire qui s'est décrochée, il a fallu que j'aille à Buffalo, Oklahoma pour voir mon premier ovni. Je ne savais absolument pas ce qu'était cette chose, moi qui ai passé des milliers d'heures dans le cockpit d'un avion. 5 fluorescent lights in a triangle, silently going across the sky. I don't know what it was. To this day, I can't tell you what it was, and I know airplanes. So that's my first experience. Donc, 5 lumières fluorescentes qui volaient dans le ciel. Je ne peux pas dire ce que c'est. Thank you for your patience and your interest, and I hope you had some fun. Pour terminer, nous ne arrêtons pas encore là, nous avons encore droit à un petit quart d'heure. Donc, M. Jacques Picosan, fondateur de l'Académie de l'ufologie, va nous dire quelques mots qui sont en rapport justement avec ce qui était dit précédemment par les liens avec le MUFON. Merci, bonsoir. D'abord, merci d'être venu nous écouter ce soir et merci à Dave pour sa présentation et pour être venu ici à Paris. Merci. Alors j'ai simplement deux images à vous montrer. Je vais les installer avant de commencer ma présentation. Donc les images vont venir. Alors je voulais préciser que effectivement les premiers contacts avec les États-Unis en ufologie, ça date de 2007. C'est-à-dire que j'ai créé l'Académie d'ufologie fin 2006 ou 2016, je ne me souviens plus, et une des premières choses que j'ai faites, c'était d'aller aux États-Unis. Je suis allé en Californie pour essayer d'établir des premiers contacts sur une collaboration internationale en ufologie. Donc là-bas, j'ai rencontré des gens du MUFON en Californie. C'était les seuls contacts, les seuls rendez-vous que j'avais pu obtenir. Donc depuis quelques années, j'étais resté en contact avec les gens du MUFON en Californie. Et cette année, donc, Dave McDonald a accepté de venir en France faire une présentation de la plus grande association ufologique américaine. Donc les premiers contacts remontent à 2007. On a été demandeur en 2007. Le deuxième point qui est important, qu'il faut préciser, c'est que dès la création de l'Académie d'ufologie, on a fait un plan de développement, ce qu'on appelle un plan à moyen terme sur 5 ans, et qu'on avait prévu à la deuxième année directement une extension de notre activité à l'international. Donc c'était écrit dans un plan à moyen terme qui est toujours disponible aujourd'hui. Et John Tomlinson, que vous avez pu voir tout à l'heure, qui est peut-être encore là, a été missionné par le conseil permanent de l'Académie d'ufologie. Le conseil permanent, c'est un conseil d'administration. Et sa mission lui a été confiée en 2009. Sa mission, c'était de développer la collaboration internationale dans le cadre de l'Académie d'ufologie. Son rôle, c'était de trouver des nouveaux membres un petit peu partout sur le plan international. Donc lui, je remercie aussi beaucoup. Il a fait un travail considérable de contact avec les personnes, une par une, pour les accrocher et les inciter à devenir membres de l'Académie d'ufologie. Donc je ne vais pas présenter l'Académie d'ufologie. Avant la présentation de David tout à l'heure, vous avez pu voir en boucle des transparents de présentation de l'Académie. Donc chaque présentation mérite d'être développée pendant un quart d'heure, une demi-heure. Donc le temps va nous manquer. Donc je vais simplement vous présenter aujourd'hui deux images en liaison, le lien entre l'Académie d'ufologie et le MUFON. Alors je pense qu'on doit pouvoir les avoir. Les images, belles images. Donc j'ai fait un petit panneau avec la présentation. Ah, il est beaucoup encore.
On essaye de revenir. Bon, c'est les pays, vous allez voir sur le transparent sur celui-là, donc les pays avec les membres de l'Académie, donc d'Afro-Français, parce qu'il y a 32 Français qui sont à l'Académie d'ufologie, il y a 26 Américains, 7 Argentins, 4 Anglais, etc. Donc il y a déjà beaucoup de pays de représentés, et en tout on est un peu plus de 90 personnes. Le deuxième transparent, voilà, c'est le montage qu'a présenté Dave tout à l'heure. Donc il y a au niveau direction nationale Jackie Causan, moi-même, en collaboration avec John Tomlinson qui représente plus le côté États-Unis d'Amérique et moi le côté français. Et les directeurs régionaux, pour l'instant, Guy Leterre comme directeur régional sur Paris, Patrick Genevaux sur l'Alsace-Lorraine, Daniel Robin qui est sur Lyon et Didier Gomez dans la région sud-ouest que vous connaissez. Donc voilà, c'est le montage qui est en place. On était en train de discuter tout à l'heure de la représentation de la région Normandie aussi. Bon, c'est en cours de construction tout ça. Voilà, bon ben ma présentation va s'arrêter ici. J'avais ces deux images à vous présenter. Si vous avez des questions sur le montage, la représentation française du MUFON, oui. Vous êtes en train de monter une structure du MUFON en France, c'est ça Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les membres, les gens qui sont listés sur les images sont les membres de l'Académie d'ufologie et aussi membres du MUFON. Donc on est tombé d'accord pour faire quelque chose qui représente le MUFON en France. Donc basé sur des gens déjà ufologues et déjà connus. Oui. Tout à l'heure, M. McDonald nous a parlé de rapprochement dans la manière de travailler avec le GEPAN à propos de questionnaires qui seraient standards avec le GEPAN. Est-ce que ce que vous nous dites là suppose que vous allez vous-même indirectement vous rapprocher avec le GEPAN aussi? Oui, mais on est déjà très proche du GEPAN puisqu'on est tombé d'accord pour collaborer, pour avoir une collaboration MUFON GEPAN par l'intermédiaire de l'Académie d'ufologie. C'est-à-dire qu'on va recevoir les témoignages qui vont être envoyés au MUFON et on va les traduire, les adapter et contacter les témoins principaux avant de les retransmettre au GEPAN. Merci. D'autres questions? On arrive à la vitesse de la lumière. Bonsoir monsieur. C'était pour savoir justement dans le cadre de la coordination avec le GEPAN, est-ce que, comme c'était indiqué sur plusieurs documents internet, etc., il y a toujours actuellement des travaux, disons, spécialement axés sur la relation entre le MUFON et l'ufologie européenne, notamment avec M. von Buchbiger. Et est-ce qu'il y a un projet de fédération européenne d'ufologie? Bien que tous les essais antérieurs de fédération aient toujours... Je n'ai pas connaissance de tout ce qui est en cours, mais Hildebrand von Ludwiger est membre du MUFON depuis très longtemps. Je crois que c'est lui qui représente le MUFON Germanie, Allemagne, et il est aussi membre de l'Académie d'ufologie. Donc on essaie de faire quelque chose qui soit solide, c'est-à-dire que les gens qui sont membres du MUFON soient membres de l'Académie d'ufologie s'ils sont appelés à collaborer soit avec le GEPAN ou avec un autre organisme dans un autre pays. Donc on essaie de faire quelque chose de cohérent, y compris avec des pays comme l'Argentine par exemple qui nous a demandé l'autorisation de créer franchement une académie d'ufologie locale en lien avec toute cette organisation MUFON plus Académie d'ufologie France. Les Argentins vont ouvrir physiquement un bureau dans lequel ils vont faire des discussions, des études, mais aussi de la formation des gens qui s'intéresseront à l'ufologie. Donc
On espère mettre ça en place dans beaucoup de pays. On a eu un accord de principe des États-Unis, de l'université du Nebraska, qui est d'accord pour créer l'Académie d'ufologie US. Mais c'est pareil, les gens de l'université du Nebraska sont aussi membres de l'Académie d'ufologie. Vous avez pu voir leur nom tout à l'heure. Voilà. On passe à la prochaine question. Oui, ce que j'aurais voulu savoir, c'est est-ce qu'il va y avoir des travaux en collaboration avec des associations, enquêteurs indépendants ou sensibilisateurs en fait du média et de la société, c'est-à-dire en l'occurrence par exemple nous, avec Thierry ou autres. Est-ce qu'il va y avoir il peut y avoir des collaborations sans obligatoirement adhérer au MUFON ou à l'Académie d'ufologie et en sortir en fait une matière, c'est-à-dire palpable, pour l'ensemble de la société et pour le milieu ufologique, le milieu universitaire. Oui. Alors c'est difficile de faire des prévisions dans ce domaine-là parce que aussi bien le MUFON que l'Académie d'ufologie, on est des associations qui n'ont pas de budget. Pas de financement. L'Académie d'ufologie, par exemple, c'est statutaire. Dans nos statuts, on a marqué qu'on n'aura aucune recette et aucune dépense. Le MUFON, c'est un peu différent, mais c'est difficile de faire des investissements, faire une sous-traitance à un organisme scientifique, un grand laboratoire, ça coûte très cher, il faut les moyens de financer ça. Donc on ne peut pas dire avance on va faire telle chose, on a tel projet. Non, on a de la bonne volonté, on a des bonnes volontés, et avec ça on va essayer d'en solliciter d'autres bonnes volontés qui ont des compétences, mais on ne peut rien leur demander. Même moi, en tant que directeur national du MUFON, je ne peux pas demander à un des directeurs régionaux d'aller enquêter, de faire un travail, parce que je vais avoir des ennuis avec les inspecteurs du travail régionaux. Donc je peux simplement je vais leur dire concrètement, il y a une enquête intéressante à tel endroit, et c'est à eux de dire je suis volontaire pour aller travailler dessus. Mais en aucun cas, on peut prévoir de sous-traitance, d'intervention où il y a de l'argent à dépenser. Le problème, c'est ça. Voilà. Les travaux interassociatifs, c'est-à-dire ou extra-associatifs, c'est-à-dire des associations qui pourraient en fait des enquêteurs indépendants, ou je parlais de sensibilisateurs, sans obligatoirement qu'il y ait en fait un aspect financier, qu'il y ait en fait des travaux de collaboration avec des associations extérieures qui ne sont pas obligatoirement affiliées à l'organisation. Ça, c'est envisageable. Bien sûr. Oui. Donc il y a une ouverture vers l'environnement ufologique dans son ensemble. Je ne sais pas si c'est une ouverture, c'est comme ça dès le départ qu'on l'a prévu, qu'on l'a annoncé. Très bien. Mais c'est vrai que pour l'instant, dans l'académie, on travaille plutôt en cercle fermé, on n'a pas de communication vers le public, on travaille entre nous, mais ça, c'est pareil, c'est parce qu'on n'a pas les moyens de faire de la communication. Faire des articles de presse et puis des campagnes de presse, ça coûte, ça chiffre en dizaines de milliers d'euros, donc pour l'instant on ne peut pas faire. Mais collaboration avec les autres associations, oui, on veut collaborer avec toutes les compétences qui soient disponibles et pleines de bonne volonté et volontaires. Merci. Eh bien, je pense que nous allons arrêter la soirée. Je vais remercier M. Jacques Cozot pour les mesures. Merci. On va aussi remercier M. Jules Cribera, qui s'est choisi de la traduction, une belle soirée. On fait un hommage manifestement de connaissance, que je lui souhaite pas, bien évidemment. On remercie encore M. David McDonald, qui a fait l'effort de venir jusqu'en France pour nous parler de transparence, et ainsi que les personnes qu'il a rencontrées, la personne de M. Xavier Pelson, voilà, pour Roger Pau, la personne, mais je crois qu'il est parti, de M. Alain Boudier, et puis de M. Eduardo Rousseau, qui est là à côté, voilà. Et puis, sur ces bonnes paroles-là, eh bien, on va dire qu'on va chacun rentrer dans sa maison. Et je vous remercie de votre venue, surtout puisque c'était une soirée exceptionnelle qui n'était pas prévue comme des soirées organisées habituellement. Je vous souhaite un bon retour et bon toute l'équipe. Nous vous rappelons que la prochaine soirée
sera mardi 5 février et notre intervenant sera M. Jacques Clean, dont on vous a parlé au début, ancien pilote de chasse qui a fait un témoignage de notre ovni en 1975. Nous espérons vous revoir le premier mardi de février. Bonne soirée.